Je commencerai déjà, même on va commencer tout de suite par, pour ceux qui n'étaient pas présents au cours de ces 3 jours. Je rappelle le déroulé de Cap sur la santé mentale. Nous avons le premier jour, c'est-à-dire lundi, euh, parlé du parcours de santé avec le virage ambulatoire, tout ce que ça signifiait, nécessitait, etc. Le second jour, c'est-à-dire mardi, hier, nous avons parlé du parcours de vie avec la résilience comme moteur de rétablissement. Et là, nous sommes sur le parcours professionnel pour couronner le tout. Nous avons vu tout d'abord qu'il y avait un capital humain préservé. De quelle manière? Et nous avons ensuite parlé de ce qu'on appelle le management bienveillant. Euh, on a relevé un peu la contradiction, sachant qu'un management, ça doit être bienveillant. Enfin, c'est comme monter en haut ou descendre en bas. Normalement, management est quelque chose de bienveillant par définition, mais on a vu pourquoi on prenait cette expression. Et puis, la précédente table ronde était sur les outils de l'entreprise au service de l'inclusion professionnelle des personnes en fragilité. Ce qui a été surtout mis en évidence, c'est que tous ces outils qui sont mis en place ne peuvent être pertinents que pour autant que ça s'appuie sur une relation de confiance. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder la personne en fragilité psychique comme étant à part, comme étant une charge, comme étant l'autre, l'étranger, comme on aurait pu dire. Et que, au contraire, si on a cette relation de confiance, c'est une façon de déjouer la stigmatisation et de permettre justement à ce que nous puissions vivre ensemble. Je vous en prie, Marianne. Faites pardonner tout de suite. Alors, je faisais un résumé rapide de la journée sur première journée, parcours de santé, virage ambulatoire, deuxième journée, résilience, moteur du rétablissement, c'était les parcours de vie. Et là, on en est à l'entreprise. On a vu ce qui pouvait se passer dans l'entreprise, quels outils on pouvait mettre en place, quelle bienveillance était nécessaire, en quoi la relation de confiance était une nécessité pour que tout cela fonctionne. Et maintenant, nous en sommes à cette dernière table ronde dont le thème est entre volonté politique, virgule, intérêts économiques et ou sociaux des entreprises et expérience des acteurs de l'accompagnement. Quel partenariat possible? Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement, en 2 mots, pardon, parce que vous êtes tous connus, mais ça fait rien. Ça fait partie des règles qu'on applique. Marianne, vous commencez. Il faut parler juste devant comme ça. Ouais, voilà, ça va être bon. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Marianne Monchamp. Je suis présidente du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et je passe la parole à mon voisin. Donc, moi, je suis Jean-François. Bon. Allô? Oui, oui c'est bien. Je suis Jean-François Dufresne. Je suis le président d'une association qui s'appelle Vivre et Travailler Autrement et qui fait travailler des autistes dans un dispositif qualifié de dispositif Andros. Voilà. Voilà, donc Jean-Marc Richard, président bénévole de la fondation Amipi Bernard Vendre, qui était trisomique mais qui n'a jamais travaillé dans nos entreprises adaptées, qui était ouvrier chez Nicole et qui ne demandait pas de fonds publics pour avoir du boulot. Et en fait, on a vu toute l'évolution du handicap se faire. Les trisomiques, on n'en a plus, ou 2, 3. Et maintenant, on a 700 collaborateurs avec des RQTH, 830 collaborateurs et 6 usines apprenantes où nous avons effectivement de plus en plus de jeunes qui viennent avec des maladies psychiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les médecins qui viennent nous visiter. Très bien. Patrick. Patrick Goé, bonjour. Moi, je suis l'adjoint du défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Bravo. Éric Bardin, moi je suis responsable de l'unité handicap dans le groupe Humanis. Humanis, un groupe de protection sociale donc, qui gère la retraite complémentaire de 12 millions de salariés en France, la prévoyance et les frais de santé aussi. Sandrine. Bonjour, Sandrine Broutin, directrice générale de l'œuvre Falleret, qui est l'association gestionnaire des établissements et services de l'œuvre Falleret. Alors, on va commencer par vous, Sandrine.
dans les acteurs de l'accompagnement, quel partenariat possible? Puisque vous êtes, vous, avec Falleret, à l'origine de ces 3 jours, donc la question c'est partenariat possible, point d'interrogation. C'est une question que je vous pose et que je poserai ensuite à votre voisin, bien sûr. Alors, partenariat possible, nous en étions convaincus. Et c'est en partie la raison pour laquelle on a souhaité organiser pour la seconde fois ces journées, et particulièrement celle-ci aujourd'hui qui était sur le thème de l'entreprise. Et alors je dois dire qu'après avoir longuement écouté tous ces échanges depuis 3 jours, aujourd'hui non seulement on est convaincu des possibles, mais on est convaincu surtout de la nécessité de développer ces partenariats, puisqu'effectivement on se rend bien compte dans tous les témoignages qui ont pu être délivrés au cours de ces 3 journées, combien la question du travail est centrale dans les parcours de vie, combien elle peut être douloureuse quand elle ne se réalise pas, et toute la responsabilité qui est la nôtre, la responsabilité collective, que ce soit des associations ou des entreprises, de faire que ces parcours de vie puissent aussi inclure un parcours dans l'emploi, pour ces personnes qui le souhaitent, bien sûr. Alors, c'est vrai que Falleret a une très longue expérience de l'accompagnement des personnes en souffrance psychique ou en situation de handicap psychique, de l'accompagnement individuel qui est fondé sur la reconnaissance de la personne, sur ses capacités, sur sa capacité à se rétablir, à reprendre pied dans la société, en tissant une relation de confiance. Et on l'a bien entendu, ce qui est vraiment déterminant, ce qui fait que les personnes vont entrer en résilience, vont pouvoir commencer à se rétablir, c'est trouver une écoute, trouver quelqu'un sur qui elles vont pouvoir s'appuyer, quelqu'un qui va les reconnaître et lui faire confiance, en qui elle va pouvoir avoir confiance, et elle va pouvoir de cette manière-là poursuivre son chemin de rétablissement. Nous avons la prétention de croire que toutes ces années passées à accompagner ces personnes peuvent être capitalisées et éventuellement mises au service de l'entreprise pour les aider, pour les accompagner à mieux comprendre quels sont les besoins de ces personnes, et que effectivement leur accueil en entreprise puisse se réaliser et soit couronné de succès. Alors, de la même manière qu'en tant qu'association, on pense qu'on est aussi finalement une petite entreprise avec 600 salariés, et que régulièrement, on a à faire appel à des besoins. On se tourne vers l'entreprise pour effectivement trouver des compétences qu'on n'a pas. Et donc, on se dit que c'est bien naturel qu'une entreprise puisse, de façon réciproque, se tourner vers l'association pour trouver des compétences que nous serions en mesure de lui apporter. Un exemple de partenariat, c'est celui avec votre voisin, avec Humanis, qui est un groupe de protection sociale, comme vous le disiez. Alors, de quelle manière vous voyez cet accompagnement au sein des entreprises? Alors, il y a toute une étude que vous avez pilotée qui, justement, met en lumière un certain nombre d'enseignements avec les DRH, etc. On a vu ça au cours des tables rondes précédentes, mais ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez en avant cette relation de partenariat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous? Quel éclairage ça donne? Et surtout, en quoi est-ce utile pour les principaux intéressés, c'est-à-dire ceux qui sont en fragilité psychique? On va dire ça avec cette formule générale. Alors, la notion de partenariat, c'est simple. J'ai pu constater depuis le début de l'après-midi que vous étiez amateur de proverbes. Et donc, moi, j'en ai un qui me vient tout naturellement en tête. C'est seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. Et donc, c'est important d'aller plus loin, justement, sur cette question, de mieux comprendre comment se génèrent les fragilités pour les personnes, et en l'occurrence pour les salariés. Et au-delà de mieux les comprendre, effectivement, comment mettre en place un environnement qui va éviter de les générer. Alors forcément, un groupe comme Humanis, on est intéressé à double titre. Je m'occupe de l'unité handicap, comme je le disais, c'est au sein de l'activité sociale. Donc c'est mon job d'essayer de réduire les inégalités que peuvent rencontrer les personnes en fragilité dans notre société. Donc en cela, le partenariat qu'on a construit avec la Fondation Falleret va tout à fait dans ce sens-là. Et puis après, si on prend un peu de hauteur, pour un groupe de protection sociale, bien entendu, si on réduit
les arrêts maladie. Si on augmente le nombre de personnes actives et donc qui vont cotiser pour la retraite, tout ça, ça sera mieux pour, non seulement pour le groupe Humanis, mais pour l'ensemble de la société aussi, forcément. Absolument. Alors, l'intérêt économique et social de l'entreprise dans l'accompagnement, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut pas parler davantage, pour ouvrir le sujet, à l'intérêt de la société en général, avant tout, hein, c'est une question que je me tourne vers Jean-Marc Richard pour lui poser. L'inactivité, le côté un peu sourd de beaucoup d'entreprises et aussi des gens qui nous gouvernent face à la fragilité d'un certain nombre de personnes, et c'est pas du tout une minorité, enfin ça représente des chiffres qui sont impressionnants, on en parlait lors des précédentes tables rondes. Vous, qu'est-ce que vous faites pour prendre le problème, j'allais dire, à bras-le-corps? Alors, nous, c'est très simple. On est des gens de terrain. On est sur des usines. On est sur de l'activité dans le système industriel. Nos problématiques, c'est des problématiques d'industriels. Faire tourner une entreprise, des usines avec des clients. Et donc, on va être extrêmement rigoureux sur l'analyse des chiffres. On va se poser des questions vraiment très très simple, c'est si on ne fait rien, on sait qu'on est dans une société qui a fait, je pense, des erreurs dramatiques pour les personnes qui nous concernent aujourd'hui, c'est-à-dire que le travail manuel, le travail manufacturier, quand il est très bien organisé, si la fondation est devenue une fondation reconnue d'utilité publique, c'est pas parce qu'on a gagné le gros lot, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait par Maurice Vande, toujours accompagné par le professeur Robert Debré, sur la plasticité du cerveau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se résigner à dire que quelqu'un il est débile, il restera débile. Quelqu'un peut progresser quel qu'il soit, et à la condition d'avoir des successions d'apprentissages adaptées à sa situation. Bien sûr, il faut reconnaître la maladie, bien sûr, il faut le bon médecin, bien sûr, il faut les médicaments, mais il ne faut jamais installer les gens dans la maladie. Et pour répondre à votre question, je crois qu'il faut toujours privilégier le coût global du travail versus le coût global du non-travail. Et ce qu'on demande, par exemple, à une organisation comme l'AGFIP, c'est extrêmement clair, c'est de voir qu'on ne peut pas dire que n'importe quel handicap se vaut. Quand vous travaillez sur des gens qui ont des problématiques qui sont celles qui sont les nôtres, avec des schizophrénies, des choses comme ça, vous travaillez sur de la longue durée. Et quand vous avez des partenaires qui, pour des raisons XY, ont des activités où déjà ils sont dans les quotas 6%, il est absolument nécessaire que s'ils vous donnent de l'activité, ils bénéficient de la baisse du coût du travail qui est liée à cela. Et ce qu'on a fait, puisqu'on est des pragmatiques, c'est qu'on a fait la ressource financière qui permet de le faire, on la dégage en jouant à fond l'insertion. Car si nos techniques fonctionnent, si notre logique fonctionne, les gens doivent gagner leur autonomie définitivement, gagner en confiance en soi, et ça c'est vrai pour les maladies psychiques. Et une fois qu'ils ont la maladie psychique maîtrisée, on va le dire, ils vont aller dans une entreprise où ils vont être un salarié comme un autre, il n'y aura pas de subvention à l'autre, donc il y aura des coûts gagnés, tout le monde sera gagnant. La personne, parce qu'elle serait au milieu de tout le monde, il y a des gens bien sûr comme les DRH qui savent, alors la pathologie si bien évidemment le dialogue a eu lieu, parce qu'il y a quand même le secret médical, il y a toutes ces choses-là. Et en revanche, vous dégagez ainsi des fonds incroyables qui vous permettent de faire que votre coût global du travail va baisser. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on a fait en France? On a abandonné des quantités d'usines et on a fait un accroissement énorme du coût global du non-travail. Et c'est contre ça que mon voisin de droite aussi va s'élever, parce que c'est impensable de voir les erreurs qui ont été faites. Donc des gens, par exemple à Paris, qui ont des petites pathologies, ne vont pas trouver du travail manuel chez un artisan ou autre pour pouvoir solutionner tout simplement leur vivre, leur existence. Et donc c'est là où on est dans l'inégalité totale. Moi, je suis désolé de le dire. Mais là, lorsqu'on préparait cette réunion, vous me disiez qu'on était de mauvais élèves par rapport à l'Allemagne, par exemple. Oui, l'Allemagne a gardé un système très près de la personne, et Madame la ministre le sait, parce que je crois qu'il faut parler des personnes et pas s'occuper des silos. Les personnes, elles ont besoin d'une activité adaptée. Quand vous le savez, vous faites des réunions tripartites par le dialogue social.
avec les propriétaires. Et vous savez qu'il faut mieux avoir des gens qui travaillent que des gens qui ne travaillent pas. Parce que c'est le travail qui fait le vivre ensemble. Tout le monde le dit. Et donc, ils ont 24% de leur population qui sont dans l'industrie. Ils n'ont jamais fait de la personne humaine, l'ajustement de l'ouvrier, du technicien, l'ajustement du système économique. Vous faites d'autres ajustements. Vous vérifiez que les conditions de logement sont basses pour que le pouvoir d'achat des gens soit correct. Vous ne faites pas des villes débiles où les gens vont devoir acheter 10 000 € le mètre carré pour se loger. Voilà. Vous faites des choses sensées et vous maintenez la différence des activités pour qu'il y ait à la fois du travail, bien sûr, pour les geeks, pour tous les gens qui vont vous prendre la parole sur l'activité, le travail, c'est l'Internet. Et puis pour tous les autres qui ont besoin de travail concret, manuel, etc. etc. Jean-François Dufresne, tout le monde vous appelle Monsieur Andros. Donc, Monsieur Andros, vous, concrètement, vous faites quoi, puisque vous êtes un vilain chef d'entreprise? Je m'occupe d'autisme. Je m'occupe d'autisme parce que, d'abord, ma vocation vient de mon fils. Et en regardant ce qui existait, les offres qui étaient proposées, je me suis dit, ça ne va pas. Ça ne va pas, on fait fausse route. On fait fausse route parce qu'on envoie les autistes sévères, en tout cas, soit il n'y a pas de place, soit on les envoie vers des solutions qui consistent à les surprotéger dans des institutions plus ou moins fermées. Ça s'appelle des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'accueil médicalisés. Je ne suis pas en train de dire que ces lieux ne sont pas utiles. Ils sont très utiles pour les autistes profonds. Oui. Mais il y a une grande partie des autistes. Il y a 350 000 autistes adultes en âge de travailler. Et qui peuvent travailler. Alors, pas 350 000, parce qu'il y en a un certain nombre qui ne peuvent pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a 95% de taux de chômage. Donc, un taux de chômage de 95%, ça interroge. Et effectivement, l'idée a été de démontrer qu'une entreprise peut parfaitement les employer et que ça allait être bénéfique pour eux. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que le dispositif, dit dispositif Andros, est aujourd'hui connu, c'est qu'il marche. C'est qu'il marche, c'est-à-dire que, les autistes que nous avons se développent, s'épanouissent, sont heureux et progressent de façon incroyable dans le système. Et pour revenir sur le travail est la meilleure des thérapies. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les gens de l'autisme spécialistes qui sont venus visiter le lieu. Ils ont dit, il n'y a pas meilleure thérapie que le travail pour un autiste susceptible. Les autistes dont nous nous occupons sont des autistes sévères, pour la plupart non-verbaux, avec retard intellectuel. Donc, on n'est pas sur une population facile. Mais même sur cette population extrêmement difficile, les progrès sont spectaculaires. Donc un travail adapté, et en même temps, ils ne sont pas isolés, je veux dire qu'ils sont... Comment ça se passe? La deuxième chose, la deuxième grande idée consiste à dire qu'il faut les intégrer dans la vie ordinaire, au milieu de tout le monde. Parce que c'est la seule façon de changer le regard sur le handicap. Dans les anciens temps, il y avait les idiots du village. Oui. Tout le monde a connu ça. Les idiots du village étaient intégrés dans la vie du village. Et moi, est-ce que je préfère que mon fils aille dans un FAM, sachant qu'il est capable de travailler, ou est-ce que je préfère qu'il ait une vie d'idiot du village? Je choisis tout de suite. Et donc, on a essayé de repartir sur cette idée que l'intégration dans la société, moyennant la bonne assistance par des professionnels compétents, était quelque chose qui pouvait être bénéfique pour les autistes, être bénéfique pour les entreprises, parce qu'il s'avère qu'ils sont au moins aussi productifs. Voilà, c'est ça. Ils sont au moins aussi productifs que les travailleurs dits ordinaires, et que enfin, pour l'entreprise, c'est une opération de RSE fabuleuse. Et enfin, pour les pouvoirs publics, c'est pas bête, parce que tous ceux qui sont dans un dispositif comme le nôtre coûtent à l'État environ 35 000 € par an. Tous ceux qui sont dans un FAM coûtent en moyenne 100 000. Donc, à choisir, puisque c'est les mêmes, et c'est les mêmes notifications MDPH, tant qu'à faire, autant les envoyer vers des systèmes à 35 000. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que ce n'est pas des objectifs qui sont en contradiction avec l'entreprise.
C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'entreprise de faire quelque chose qui n'est pas dans sa vocation, dès lors qu'il s'inscrive aussi dans la productivité. Pardon, hein, je suis très terre à terre, mais un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit faire du profit. Je veux dire que bon, vous savez. Dès le début, quand j'ai conçu, je peux dire j'ai pensé à ce dispositif, j'ai pensé à ça, à son essaimage. Et je me suis dit, si je veux pouvoir convaincre un jour d'autres entreprises de rentrer, il faut que ça leur coûte pas plus cher que d'avoir des travailleurs ordinaires. Il faut démontrer que les travailleurs handicapés peuvent être aussi efficaces dans l'entreprise que les travailleurs ordinaires. C'est le cas. C'est le cas. Après, c'est à nous de faire le boulot pour aller trouver les entreprises et les convaincre. Parce que le grand frein, c'est les entreprises. Tout le système, lui, il est tout à fait d'accord, et si on les faisait travailler, etc. Mais le problème, c'est pas l'éducation nationale qui définit les emplois qui vont être utiles dans les entreprises. Ça se saurait. Eh ben, c'est la même chose. C'est pas les gens qui s'occupent des handicapés qui définissent. C'est les entreprises qui disent j'ai besoin de telle personne, etc. C'est les entreprises qu'il faut convaincre. Le boulot, il se fait au niveau des entreprises. Comment vous entendez ça, Marianne Monchamp, vous qui êtes la présidente du CNSA, enfin de la CNSA, et ancienne secrétaire d'État? Madame la ministre. Écoutez, j'entends ça avec un plaisir immense et en même temps, comme on dit en ce moment, avec une certaine forme de pression. Le plaisir immense, c'est de dire, nous tenons là un point absolument central de la transformation de notre approche sociale et sociétale de la différence. Et je pense qu'on peut convenir entre nous, ici, sur le parvis de la Défense, qu'il y a matière à s'intéresser à toutes les différences dans la société française. Ça, c'est le point 1. Et puis, il y a une pression qui est de se demander si nos organisations publiques vont être capables de cette plasticité organisationnelle, d'abandonner leurs propensions normatives pour permettre à ces mouvements de fond, ces mouvements sociétaux, de produire cette transformation de notre système de protection sociale. Je vais être plus précise. Ce dont les Français sont convaincus, alors pas forcément si on les interrogeait comme ça en sortant, en disant « Monsieur, dites-nous si », mais dans une espèce de, de tonalité générale, c'est que le gaspillage humain dans la société française n'a que trop duré. Et vous voyez, à l'heure où nous parlons, là, le Conseil national consultatif d'éthique vient de produire un avis numéro 128 concernant la relégation des personnes âgées dans notre pays. Ce principe de relégation des personnes âgées percute les sujets que nous traitons ensemble. Parce qu'au fond, ce principe de relégation, par déclinaison ou ruissellement, va conduire à arbitrer que dès qu'on est un peu trop âgé dans une organisation, on n'a plus rien à y faire. Et que donc, il serait bon d'arbitrer un départ rapide du monde du travail vers un autre monde, tout simplement parce qu'on décréterait qu'un salarié âgé serait au regard d'un certain nombre de critères, moins productif qu'un salarié moins âgé. Et toujours par ruissellement, on finirait par dire que dès lors que le salarié en question serait frappé à un âge plus précoce, plus jeune, d'une pathologie chronique un peu carabinée, lui, il commencerait à devenir suspect de moins de capacité productive. Et toujours par la même itération, on finirait par se dire que les personnes avec autisme, ou que les personnes avec des déficiences intellectuelles, ou que les personnes avec des troubles cognitifs, ou que les personnes avec des pathologies psychiatriques qui n'affectent en rien leur capacité intellectuelle, mais qui changent leur manière de les mobiliser, en ayant parfois des capacités intellectuelles qui ne se manifesteront pas tout à fait au même moment, de la même manière ici et là. Et bien que tous ces gens-là, ça serait tellement plus simple de suggérer que notre système de protection sociale les solvabilise à l'extérieur des organisations, resserrant notre capacité productive générale sur la base d'un standard qu'on pourrait s'amuser à décrire entre nous et que vous devez avoir en fond d'écran ou en fond de cerveau, qui serait, vous voyez, je ne veux pas faire le portrait robot de celui qui serait réputé a priori productif, mais il aurait une tête
terriblement discriminante pour tous les autres. Et donc, ce que je dis, moi, c'est que ce que vous portez et ce que l'on vient de dire, alors que ce soit l'œuvre Falleret, que ce soit le partenariat avec Humanis, que ce soit vos initiatives avec ces credos entrepreneuriaux, au fond, que vous développez, ils sont, comment dirais-je, aujourd'hui terriblement familiers à l'oreille de nos concitoyens qui pressentent que sur le chemin de la relégation, on fabrique de la décroissance. Pas forcément unité de production par unité de production, mais de la décroissance collective par disproportion, déstabilisation de nos grands équilibres économiques et sociaux et par un surcoût de notre système de protection sociale qui, au bout de la chaîne, disqualifie les systèmes de production par des coûts du travail aberrants. Voilà juste le tableau. Alors, quand vous me posez la question de savoir ce que j'en pense ça. Et j'en pense que nous sommes à la croisée des chemins. Et je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp, au fond, de nos organisations administratives qui doivent entendre, et vite fait, et rapidement, ce nécessaire assouplissement. Et vous avez dit, Monsieur Richard, il y a un instant, qu'effectivement la dimension de la personne était absolument centrale. Je pense qu'un des éléments, un des leviers pour cette transformation, c'est précisément la prise en compte de la personne dans ses potentialités, même si elles sont résiduelles, même si elles sont différentes, de ses aspirations à la citoyenneté et à la participation. Et je crois que ce modèle, nous pourrons le construire dans ces partenariats à partir de là, notamment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a 3 choses qu'on a mis en place. C'est un dialogue social très très fort avec des organisations syndicales donc très représentatives qui nous ont toujours accompagnés, CFDT, FO, avec CGT et CFTC. On a eu d'ailleurs une demande de leur part auprès de la GFIP pour que nous soyons entendus, pour que justement, comme vous l'avez dit, de manière très concrète, le coût global du travail reste acceptable pour l'industriel qui nous donne son activité, sachant que lui-même fait sa RSE, qui est une formidable opportunité pour le travail, justement. C'est que si vous démontrez que le travail guérit, vous solutionnez beaucoup de problèmes. Et je crois que là-dessus, on en est tous conscients. Et je pense que ce qui manque, et ce que nous avons, nous, entrepris, c'est de faire venir les scientifiques dans nos organisations du travail. Parce qu'on les laisse cantonner dans des silos, par exemple, de l'éducation. Donc les neuroscientifiques qui savent tout. Pourquoi le travail, il faut le préserver. Parce que si vous renvoyez quelqu'un chez lui, vous le condamnez. Vous le condamnez, d'accord, il y a un coût d'abord aberrant, parce que ça va coûter à peu près 14 000 € plus 8 000 parce qu'il va être malade. Et vous savez que vous le condamnez à 2 choses, soit il tombe malade, soit vous en faites un fondamentaliste. Tous les gars qui sont partis en Syrie, ils sont partis avec le RSA. Donc vous voyez très bien que les gens vont de toute façon s'occuper ou vont dépérir et vont créer des maladies. Donc vous savez que le coup, vous l'aurez en effet boomerang. Sauf que on ne regarde pas parce qu'on est dans un silo. Donc il faut décloisonner ces choses. Je vois des gens aujourd'hui qui décloisonnent parce qu'il y a des gens bienveillants, quand je dis bienveillants, concrets, etc. Vous l'avez dit, ils agissent sous la pression. C'est à nous de leur dire concrètement ce qu'il faut faire comme réforme. Et ce n'est pas très compliqué. C'est des additions. C'est aller prendre le coût global du non-travail. Il y en a pour 40 milliards. Et le mettre. Il y a une organisation qui est remarquable pour ça. C'est Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Mais bien évidemment, l'analyse qui va être essentielle, qui n'est pas faite aujourd'hui, c'est quel travail. Et quel est l'apport du travail scientifiquement pour le cerveau humain individuel et collectif. Je vous disais tout à l'heure, 24% de la population dans l'industrie en Allemagne, plus que 13 ou 14 en France. Et regardez les territoires, là où il n'y a plus d'usines, c'est le désert total. Même les supermarchés ne viennent pas. Alors, comment vous soignez les gens ? Les gens comme moi, Si je n'ai pas de travail, je vais tomber malade. Bien sûr, oui, non, mais je comprends tout à fait. C'est tout simple. Mais la question que posait Marianne Monchamp, c'est de savoir si l'administration au sens large, je parle pas d'une administration en particulier, est-ce qu'elle est capable de se revisiter très vite
ne serait-ce que pour assouplir tous les dispositifs dont on étouffe. La bonne volonté, moi je l'ai vu partout, et à chaque fois que l'on a des discussions, on a en face de soi des gens parfaitement normaux qui ont une analyse parfaitement normale. Mais néanmoins, ça ne bouge pas beaucoup. Dans la table ronde précédente, 53 dispositifs pour pouvoir, dans l'entreprise, amener les gens en fragilité psychique à travailler, être accompagnés, etc. 53 dispositifs pour des moyens ridicules. Ça fait quand même, ça peut faire rire ou pleurer, ça dépend. Ça peut pas marcher. Surtout. Non, ça peut pas marcher, mais ça ne marche pas d'ailleurs, très concrètement. Et pourquoi on fait nos initiatives? C'est parce que nous, on a été confrontés à des problèmes personnels. Maurice Vande, il avait un fils, l'éducation nationale l'a rejeté. Bon, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débrouillé, puis on est venu. Nous, on a des enfants trisomiques, sourds, autistes. Bah voilà, toutes les familles ont ça. Bah, à un moment donné, quand vous voyez que ça marche pas, bah, vous vous démerdez. Et puis vous allez frapper aux portes, vous trouvez les soutiens, et puis vous trouvez des soutiens aussi dans l'administration. Sur la question tout de même de l'administration, enfin, sans vouloir être trop longue, moi j'ai coutume de dire qu'on a besoin d'un armement politique de ces sujets. On ne peut pas... J'espère que dans mon propos, vous avez entendu ce que je voulais dire. Il ne s'agit pas de porter grief à l'administration. L'administration fait ce qu'elle a à faire. Mais elle le fait d'autant mieux qu'il y a un pilote dans l'avion et que dès lors, j'ai envie de dire, on donne un sens aux transformations de nos modèles. L'administration, elle n'a pas à produire ces transformations par elle-même. Et donc, il s'agit de recueillir l'impulsion des acteurs, d'inscrire cela dans un projet de société que l'on voit s'esquisser à travers la fin de l'assignation, la participation. C'est une vieille histoire, Patrick, que cette histoire de participation, que cette histoire de faire société ensemble. Mais pour autant, on voit qu'elle met longtemps à émerger dans les faits de façon stable, de façon pérenne. Et donc, on a besoin d'un véritable armement politique de ces questions dans un projet de société qui décrète la fin de l'assignation à résidence de tous ceux qui sont différents. Alors, c'est très important parce que, vous voyez, au moment où il y a de la robotisation, où il y a de l'intelligence artificielle, vous avez des menaces supérieures. Il est très important qu'on garde le contrôle de ce qu'on doit faire. En Allemagne, vous ne flinguez pas une activité industrielle si des gens en vivent. Vous demandez éventuellement des ajustements, et c'est là où le dialogue social est le seul capable, si vous voulez, de passer les époques difficiles. Et il ne faut surtout pas laisser entendre que les boulots de demain vont être créés comme ça ex nihilo. Les boulots de demain dépendent des boulots d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que nous, nos origines, c'est quand même issu de la classe ouvrière, vous voyez, du travail manuel. C'est notre culture qu'on a développée, on y tient. Si on ne s'était pas battu en 2002, les usines fermaient toutes. Il n'y avait aucune raison de les garder, monsieur. Un petit mot là-dessus, non? Non, j'ai vu vous agiter, Sandrine, non? Non. Oui, voilà. Le défenseur, j'ai posé la parole, j'attendais que vous taisiez quand même pour laisser parler le défenseur. Non, mais ce que je voulais simplement rappeler, et je m'adresse à vous, Patrick, bien évidemment là-dessus, il y a un baromètre qui a été établi, on en a parlé lors d'une table ronde précédente, qui disait qu'il y a 7 fois moins de recrutement d'handicapés psychiques que d'handicapés physiques, sachant déjà que dans les handicapés physiques, on est loin de faire le plein, si j'ose dire. Donc, on voit bien qu'il y a une discrimination, on voit bien qu'il y a une stigmatisation, c'est un mot qui est revenu tout le temps. Qu'est-ce que le défenseur des droits peut dire là-dessus et qu'est-ce qu'on peut faire pour botter les fesses de ceux qui nous embêtent depuis si longtemps avec de telles pesanteurs? Alors, le défenseur des droits, c'est tout à la fois une vigie et un recours. C'est une vigie, c'est-à-dire que c'est une autorité qui est en capacité de repérer les phénomènes de discrimination qui peuvent se produire dans la société. Et quand on en est victime, eh bien, on peut le saisir, son siège ou son délégué, pour être rétabli dans ses droits quand précisément ils sont bafoués. Le Parlement français a établi 25 critères de discrimination. De mon point de vue, il y en a beaucoup trop. Parce qu'il y en a qui sont proches les uns des autres, mais enfin, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Et dans le cadre de cette table ronde qui nous réunit, quels sont les critères de discrimination qui peuvent être évoqués comme devant être combattus? Vous avez le handicap, vous avez la perte d'autonomie, vous avez l'âge, vous avez l'état de santé.
Bon, là, on est dans un bouquet de discriminations possibles liées à ces critères. Sachez que pour l'année 2017, et pour la première fois depuis que l'institution existe, l'institution du Défenseur des droits, vous savez que l'institution du Défenseur des droits, c'est la réunion de l'ancien médiateur de la République, de l'ancienne HALD, de l'ancienne défenseur des enfants et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Pour la première fois depuis que l'institution existe, le handicap arrive en tête des saisines qui nous parviennent. Et la proportion la plus importante de ces saisines concerne l'emploi. Alors, pour le Défenseur des droits, dans une table ronde comme celle-ci, il y a deux préoccupations majeures. C'est la question de l'accès effectif aux droits et c'est la question de l'égalité de traitement. Bon. En ce qui concerne l'accès aux droits, c'est primordial de commencer l'échange sur ce sujet en disant que les droits ne s'octroient pas. Les droits sont reconnus et respectés. Dans une société comme la nôtre, c'est important, et c'est important de le rappeler quand il s'agit de populations fragiles, de populations exposées à la maltraitance et exposées à la discrimination. Le deuxième point sur lequel il est important d'insister, c'est la question de l'égalité de traitement. Ça consiste en quoi, l'égalité de traitement? Et on le voit au travers de nos saisines. Quand on est saisi, on se rapproche de la personne qui nous saisit ou de son environnement. Et d'ailleurs, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle est la proportion qu'occupe le handicap psychique dans les saisines qui nous parviennent au titre du handicap. On n'effectue pas, c'est une approche globale, mais il est clair qu'il y a des personnes handicapées psychiques qui nous saisissent. Qu'est-ce qu'il faut affirmer en matière d'égalité de traitement? D'abord, c'est qu'il n'y a pas de gradation entre les citoyens. Ce n'est pas parce qu'ils sont marqués par une pathologie qui les distingue et qui les stigmatise qu'ils ne sont pas nantis des mêmes droits et des mêmes capacités eux-mêmes ou avec leur entourage institutionnel ou entourage familial, etc. Ils peuvent se prévaloir de leurs droits. Et surtout quand il s'agit du handicap psychique, je voudrais verser à nos échanges le contenu de cette égalité de traitement. On l'appréhende comment? On l'appréhende en veillant, en observant si les aspirations des intéressés sont recueillies et respectées. Et en matière d'handicap psychique, il me semble que c'est fondamental. La deuxième chose qui peut faire obstacle qui peut conduire à se lasser et à baisser les bras, c'est que nous subissons tous trop, et en particulier ces populations-là, ces compatriotes, ces concitoyens-là, c'est la question des procédures administratives qui sont utilisées. Et en particulier par cette maison qui a été conçue pour être le lieu où on est reçu, où on s'exprime et où on explique à la société les difficultés que l'on a et les solutions auxquelles on aspire. C'est la fameuse maison départementale des personnes handicapées. Bien. Alors là, ça nous entraînerait dans une autre série de réflexions. Mais aujourd'hui, ce que nous observons au travers des saisines qui nous parviennent, c'est que ces procédures sont trop inquisitoriales et trop répétitives. Je vais dire ce que je pense, on emmerde les gens. Bon. Ensuite, il y a à prendre en considération, en matière de discrimination, là encore, les saisines qui nous parviennent nous le révèlent et nous le confirment, la France devient, oui, de plus en plus, une nation inégalitaire. Et les populations fragiles sont particulièrement exposées à cette évolution inégalitaire. Vous avez une multiplicité de zones territoriales. Être handicapé,
être handicapé psychique dans une zone rurale où il n'y a pratiquement plus rien, hein, c'est vraiment une source de discrimination. C'est la même chose d'ailleurs que dans certaines zones suburbaines, hein, c'est exactement la même chose. Un autre phénomène qui expose à la marginalisation, donc à la discrimination, nos concitoyens handicapés, notamment handicapés psychiques, c'est la manière dont la société procède en matière de numérisation. Il y a des quantités de gens qui n'y ont pas accès, et il y a des quantités la fracture numérique, c'est-à-dire l'absence de possibilité d'accès. Et puis aussi la numérisation à marche forcée. C'est inimaginable le nombre de saisines qui nous parviennent de gens qui disent je ne sais pas comment faire pour récupérer mon permis de conduire, je ne sais plus comment faire pour savoir exactement combien je dois payer aux impôts, c'est désastreux. Il y a dans certains cas plus d'1 an de retard. Vous avez un nombre important de concitoyens qui ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser leur bagnole, mais qui n'ont plus de permis, ils n'ont pas réussi à le retrouver. Et puis si jamais vous télescopez, comme n'ayant pas de permis, il n'y a pas d'assurance, vous voyez où on en est. Bon. Alors vous allez me dire, mais c'est du concret. Et les populations fragiles, et celle qui nous réunit aujourd'hui, la population constituée par les personnes handicapées psychiques, est une population fragile qui appelle de l'accompagnement, qui appelle de l'écoute. Eh bien, dans la société, les possibilités d'être entendus, accompagnés, se raréfient et se simplifient à l'excès. C'est-à-dire que la vocation de l'État et des collectivités territoriales, qui est précisément d'apporter aux plus fragiles, aux plus exposés à la marginalisation, aux plus exposés à l'exploitation, et la population qui nous réunit ces 3 jours fait partie de cette population-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des capacités de la part de ces hommes et de ces femmes. Ce n'est pas ça du tout. Mais donc, si vous voulez, pour le défenseur des droits, une série de 3 jours comme celle-là, elle est aussi source de réponses concrètes. Parce que des réflexions qui ont lieu de cette table ronde ne peuvent que sortir des idées, des propositions. Voilà, moi, ce que, en tout cas, dans un premier temps, je peux dire. Oui, d'autant qu'on ne vous saisit pas sur des problématiques philosophiques. Hein. C'est à chaque fois extrêmement concret, donc forcément éprouvé et vérifiable. Donc, effectivement. Bon, je vous vois tous très attentifs. Je pense que le moment est venu d'essayer de faire des propositions. Alors comme à chaque fois on me dit c'est très difficile, bien sûr, c'est pour ça que mon rôle est beaucoup plus facile que le vôtre, c'est de voir ce que l'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Alors j'ai déjà compris, Marianne, que le fait de simplifier, j'ai bien compris que ce n'était pas l'administration l'ennemi. L'administration, elle est là pour justement remplir une mission. Il faut la dynamiser, il faut lui donner des éléments, il faut exiger d'elle aussi qu'elle puisse être, j'allais dire, bienveillante. Je ne dis pas qu'elle est malveillante, mais avec la numérisation, il y a des moments où elle n'existe plus, l'administration. Je ne sais pas, quand vous écrivez, par exemple, aux impôts, ça m'est arrivé, nous accusons réception, vous avez ça dans les 3 heures. Mais la réponse, il m'a fallu 8 mois pour l'obtenir et ce n'est pas la bonne. Donc voilà, ça fait partie des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation des personnes en fragilité psychique, pour les accompagner à l'emploi, on a bien compris, et puis finalement cette amélioration, elle nous profitera à nous tous aussi, puisqu'on est tous fragiles psychiquement par moment, hein, c'est juste des problèmes de parcours de vie. Alors, c'est une question substantielle que vous posez là. Bien sûr. Mais si je veux essayer d'illustrer, au fond, ce que pourraient être des éléments de réponse, je dirais plusieurs choses. Je dirais que nous devons réformer notre système de protection sociale. Et nous devons le faire en admettant que nous avons besoin de développer des approches transversales. Pourquoi ? Parce que si on prend la question de la santé mentale n'est pas l'affaire de la psychiatrie. La santé mentale est l'affaire de la société. Il est bien évident que l'apport de la médecine
et singulièrement de cette discipline qu'est la psychiatrie, est tout à fait importante. Elle peut être dans certains cas première dans la mesure où elle permet de faire baisser les troubles, mais elle n'est en aucune manière une réponse sociale et sociétale à nos concitoyens. Elle est simplement un point d'appui qui prend tout son sens dès lors que nos concitoyens peuvent exprimer des choix, des préférences et donc, au fond, faire sens à leur effort de soins. Ce sujet-là, il est central et on voit bien comment, puisque j'évoquais des approches réformatrices, quand on évoque la nouvelle stratégie nationale de santé, quand on évoque au fond les travaux qui sont actuellement en cours sur l'évolution de nos politiques de santé, quand on invite la réponse que l'on appellera la réponse médico-sociale et la réponse sociale à rejoindre les préoccupations sanitaires, alors on produit ces transversalités. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à la personne, écoutez, je suis votre psychiatre, vous avez votre ordonnance, au revoir monsieur, repassez dans 2 mois, et après ce qui vous arrive, au fond, n'est plus tout à fait de la logique de ma spécialité, puisque je considère que vous avez les bonnes molécules. Voilà, c'est exactement le même sujet quand on sort de l'hôpital, n'est-ce pas, que le séjour en psychiatrie après une crise a duré et que l'on va se retrouver effectivement dans le vaste monde, c'est-à-dire dans sa chambre, enfermé, privé de choix et privé d'initiative. Donc vous voyez, cette dimension-là de la réforme par une acception transversale doit être poursuivie. Mais pour cela, il faut que nous fassions collectivement des choix de société. La question, c'est à partir de quoi, à partir de quelle impulsion, la réponse à nos concitoyens se construit-elle? Nous avons eu, dans la période que nous connaissons tous et dont nous sortons à peine, l'habitude de considérer qu'il pouvait y avoir des organisations intelligentes qui pensaient à la place des gens et qui, du coup, leur proposaient des structures, des établissements, des places. Bien sûr qu'on en a besoin. Bien sûr. Mais au fond, on a un peu oublié de réinterroger la relation de souhait et de projection de nos concitoyens. Et du coup, ces établissements qui ont leurs vertus et dans lesquels les personnels font tout ce qu'ils peuvent le plus souvent pour les gens, eh bien, se sont révélés des lieux, allez, je vais dire des mots violents, de privation de liberté, des lieux d'assignation à résidence. Et c'est exactement ce que vous posez quand vous dites « mon fils en femme » ou « mon fils au travail ». Voilà. Et quand la maison départementale des personnes handicapées, cher Patrick, produit des notifications, produit ce qu'on appelle des orientations, on vous oriente le gamin. On vous oriente le gamin. Et dans certains cas, c'est kafkaïen, on vous l'oriente dans des endroits où il n'y a pas de place. C'est-à-dire qu'on vous l'oriente vers la liste d'attente. Je veux dire, on est dans un impensé collectif de la situation de nos congénères, de nos concitoyens, qui se retrouvent juste au milieu de nulle part. Eh bien, la transformation du système, puisque c'était ça la question, alors inutile de dire qu'elle est vaste, mais c'est par un réarmement politique, par une réorientation, au fond, du sens de nos organisations publiques et privées, de retrouver ces fondements qui, dans certains cas, je veux le dire, ne sont pas très éloignés du bon sens. Et de la même manière qu'on disait, effectivement, on préfère la vraie vie, sur toute la chaîne de la perte d'autonomie, on va retrouver cela. Je citais la question des personnes âgées. Qui d'entre nous a envie d'aller en EHPAD? Je vous pose la question. Qui est client, mesdames et messieurs, ce soir, ici, sur le parvis de la Défense, pour signer? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, ça peut l'être, mais ça ne peut pas être un choix de société qui envoie tout le monde vers des établissements, fussent-ils vertueux, de relégation, j'ose le terme.
C'est difficile d'ajouter autre chose, tellement c'est complet. J'allais dire. Mais peut-être en quelques mots, simplement, ce qu'il faudrait encore faire. Vous le faites déjà. Donc, c'est difficile de vous demander ce que vous pourriez faire d'autre. J'ai envie de dire, il faudrait que les autres fassent ce que vous faites. Moi, Non je suis tout à fait d'accord avec En ce quelques qu'a dit mots, hein, Madame parce la que- ministre. On a un problème culturel en France. C'est une culture. On est dans la culture de l'assistanat. Je suis désolé, c'est comme ça. Et donc, moi, quand j'ai commencé à vouloir faire travailler des autistes, tout le monde m'a dit, mais c'est pas possible, vous allez les fatiguer, vous vous rendez pas compte. Il faut les protéger. Dans un EHPAD, une fois qu'on y est rentré, on n'a plus le droit de rien faire. On n'existe plus, on n'a plus de vie. Moi, le seul autiste qui est dans nos équipes et qui parle, car il y en a un qui parle, m'a dit « Monsieur, vous m'avez donné une vie. » Je vais vous dire, ça vous motive pour se bouger les fesses. Excusez-moi cette expression simple. Donc, repartons et faisons bouger cette culture pour qu'on les réintègre complètement parmi nous, parce que c'est ça qui changera le regard sur le handicap et c'est ça qui changera notre société sur le fond. Jean-Marc Richard. Alors moi, ça va être deux très mots. rapide. C'est un livre qui sort en octobre par le professeur Ougourlian, qui est venu auditionner 3 de nos établissements, de nos usines apprenantes, des UPA, des usines de production et apprentissage. Il a auditionné 40 collaborateurs. Lui, il savait, puisqu'il est neuropsychiatre, homme extrêmement réputé sur tout ce qui est le mimétisme au niveau de développement des apprentissages. Et sur 40 collaborateurs dont il savait ce qu'ils avaient comme pathologie, schizophrénie ou autre, etc., il a posé à la fin une seule question. Si vous aviez la même somme d'argent et vous êtes chez vous, et la même somme d'argent et vous continuez à travailler, qu'est-ce que vous faites? Il se trouve que les 40, à l'unanimité, ont dit « je travaille ». Ce bouquin, il va faire une bombe. S'il est lu par 1 million de personnes, on peut faire changer les choses. La deuxième chose, c'est qu'on prépare, puisqu'on est une fondation reconnue d'utilité publique, on a des objectifs vis-à-vis de la nation française, c'est la réplique du modèle dans d'autres environnements. On a signé un accord avec la PFA, la plateforme automobile. On sait qu'il y a des grands groupes qui sont des donneurs d'ordre. On va leur demander de rapatrier des activités pour qu'il y ait des petites usines qui se mettent dans des territoires qui ont été totalement délaissés, dans lesquels il y aura... Il ne s'agit pas de dire c'est pour les handicapés, parce que nous, de toute façon, les handicaps, on les fasse. Ce n'est pas le sujet. On bloque les gens là-dessus. En revanche, on s'occupe des personnes. On regarde ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et on dit « it's working » ou « it's not working », et on teste continuellement. Voilà. À vous. Merci. Patrick, en 2 mots. En 2 mots, ça y est, c'est fait. Non, moi je pense qu'il faut. Je suis tout à fait d'accord. C'est essentiellement une question culturelle. Il faut que l'on change la manière de communiquer. La France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Et il faut s'inspirer de ce qui préside à cette convention. C'est le défenseur des droits qui est chargé d'assurer le suivi de sa mise en œuvre. Rapidement, au fond, il y a 2 causes au handicap. Il y a la déficience de la personne, et puis il y a la nature de son environnement. Mais c'est l'environnement qui est à l'origine du handicap. Parce que cet environnement ne s'adapte pas à ce qui est nécessaire à la personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, pour vivre au sein de la société. Ce qui fait que la communication que l'on fait autour du sujet, c'est une communication qui expose la personne. Voilà ce qu'elle est, voilà ce dont elle a besoin. Il faut faire maintenant de la communication contextualisée. C'est-à-dire qu'il faut que la communication, de manière très pédagogique, indique qu'il y a handicap, parce que dans l'environnement de la personne, il y a ceci qui n'existe pas. Et sur le plan du handicap psychique, la dimension culturelle est extrêmement importante. Et je pense que c'est le handicap qui peut le mieux légitimer ce changement de communication. Éric. Alors, effectivement, beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je pense qu'un grand changement qui pourrait profiter aux questions qui nous animent ce soir, c'est de basculer effectivement d'une culture curative
Vous avez évoqué la GFIP tout à l'heure, le FIP pour le public. Ça, c'est des fonds qui interviennent sur du curatif. Si on arrivait à basculer sur le préventif, mais c'est ni plus ni moins ce que vous avez dit ou ce que vous venez de dire aussi, monsieur Goé. Effectivement, en jouant sur l'environnement, on désengorgera les MDPH très certainement. Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup de l'étude aussi qu'a menée la Fondation Falleret. C'est vraiment un des enseignements aussi, de basculer dans cette prévention. On résoudra non pas tout, mais déjà un bon nombre de situations. Sandrine, 2 mots. Alors, effectivement, difficile de dire plus et mieux que tout ce qui vient d'être dit déjà. Pour autant, moi, je rejoins parfaitement Marianne Monchamp sur le fait qu'il est nécessaire de développer des approches transversales. C'est ce pourquoi nous militons et agissons au quotidien à Falleret, à partir de nos établissements, j'en conviens, mais qui sont tout sauf des lieux de privation de liberté, même si je vois tout à fait de quoi vous voulez parler. Et donc nous souhaitons vivement, et nous le faisons chaque jour, être acteurs de cette transformation tant attendue. Nous le souhaitons en premier lieu pour toutes ces personnes que nous accueillons, plus de 3000 par an dans nos établissements et services. Nous n'avons qu'un seul souhait pour eux, c'est de pouvoir les en faire sortir et de trouver des entreprises qui éventuellement seront à même de les employer. Ensuite, sur les manières de communiquer, là encore, je ne peux que souscrire et c'est ce que nous essayons de faire, notamment ici pendant 3 jours. Faire parler de la santé mentale, du handicap psychique, et puis pour être le plus crédible possible, étayer nos propos par des études solides, dont on remercie Humanis d'avoir soutenu et financé la réalisation. J'espère qu'elles vous seront profitables à tous et qu'elles nous permettront une poursuite tout à fait concrète pour les personnes qui l'attendent. Alors pour cette 2e édition, et ce n'est pas la dernière, c'est une réussite. Et donc tous les propos qui ont été tenus seront sur le site de Falleret dans quelque temps, in extenso. Donc vous pourrez réécouter bien évidemment tout ce qui s'est dit, parce qu'il y a eu des enseignements extrêmement riches. J'allais dire on rend l'antenne, mais c'est bon, bref. Et on rend l'heure à l'heure, voilà, pour parler comme les Suisses. Merci, on peut applaudir tous nos participants. Merci d'être venus nous apporter toute votre aide. Et merci Patrick d'avoir animé toutes ces tables rondes brillamment encore. Pour Moi, je vais consulter maintenant. Édition.